Les femmes voudraient partager. Les hommes en font 1 minute de plus par an. À ce train-là, on en a pour 3000 ans. Moi, je n'ai pas la patience d'attendre. Mais là, je il y a trouve aussi que cette une réalité de classe aussi, domestique... Oui, il y a beaucoup, chez beaucoup de femmes du pouvoir, c'est pas elles qui font le ménage, c'est leurs femmes de ménage. Je parle de nous, monsieur. Je parle de nous ici, qui partageons le travail de manière inégale. Moi, je fais le ménage moi-même quand je vis seul à Paris dans mon petit 35 mètres carrés. Je fais le ménage moi-même parce que j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. Je lave par terre aussi moi-même. Donc il y a des femmes qui font jamais le ménage parce que c'est des femmes de la bourgeoisie, et puis des hommes qui font leur ménage parce que c'est des hommes pauvres du prolétariat. Toujours le problème de motivation. Donc il y a les classes sociales aussi. Les hommes n'ont pas les mêmes motivations. Alors ils sont pas motivés, mais personne n'a envie de nettoyer par terre. Est-ce que j'aurais d'accord avec vous là-dessus? Personne n'a envie de nettoyer les chiottes. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, qui nettoient les chiottes? Des hommes tamouls, pas des femmes. Et je suis bien sûr. Dans les entreprises de nettoyage, il y a des hommes du tiers-monde. Systématiquement, il y a une racialisation des rapports de classe. On voit beaucoup d'hommes de couleur noire faire le sale boulot. Et les sales boulots, dans le couple, c'est les femmes qui les font. Et ce n'est pas normal. Le sale boulot devrait être partagé comme le boulot noble de la politique. C'est que dans les choses sérieuses, souvent, c'est pas les problèmes politiques sérieux sont rarement sexuels. Quand on a des revendications sociales, c'est jamais des hommes et des femmes qui s'opposent, c'est des catégories socio-professionnelles. Vous faites défiler le personnel hospitalier, par exemple, c'est soit les chirurgiens, hommes-femmes confondus, parce que c'est une catégorie, ou les brancardiers et les infirmières, parce que c'est le même niveau social. En réalité, on n'a jamais vu des hommes et des femmes s'opposer politiquement sérieusement dans la rue. C'est toujours des catégories sociales qui sont comment dirais-je, sexuellement indifférenciées. Et moi je crois que dans le sérieux politique, souvent, même beaucoup plus même si les choses se croisent, aides-soignantes, infirmières, et les brancardiers. Écoutez, si vous prenez justement la question des sexes se croise avec la question bien sûr. sociale. Mais aujourd'hui le sexe cache la question sociale. L'essentiel des pauvres, ce sont des femmes. Ceux qui sont le plus en précarité, ce sont des femmes. Dans les gens qui dorment dans la rue, les SDF qui dorment dans la rue, ce sont à 90% des hommes. Non, il y a de plus en plus de femmes parmi les miséreux dans la rue, ce sont des hommes. Vous dites des choses qui sont des vérités révélées. Je ne sais pas d'où elles sortent. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est qu'il y a un croisement des inégalités de sexe et des inégalités sociales. On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'être effectivement dans la vie professionnelle que pour un homme à niveau égal. Ça dépend de son origine sociale, madame. Ça dépend de son origine sociale. Si elle est née dans la bonne bourgeoisie, on l'écoute et vous le fait d'être une femme est un élément souvent aggravateur d'inégalité. Voilà. Et si vous prenez toutes les statistiques de classe, de catégories sociales, vous verrez que au bas de toutes les échelles, de toutes les catégories, ce sont les femmes qu'on retrouve. Voilà. Donc il y a bien un combat qui se croise. Le combat féministe est un combat qui n'est pas uniquement des femmes pour accéder au pouvoir, mais qui est aussi un combat des femmes qui veulent accéder au pouvoir pour faire plus d'égalité et faire évoluer la situation des autres femmes et par définition celle des hommes. Parce que toutes les conquêtes des femmes sur la conquête politique ont des évolutions positives pour les hommes. La première vague des femmes qui ont accédé au pouvoir politique, c'était pratiquement tout le temps, et c'était caché, des femmes et des filles de dirigeants politiques. Alors, je crois qu'on a une question dans le public. Première question. Oui, bonjour. Oui, je voudrais avoir l'explication pourquoi il y a plus d'hommes SDF. Et aussi, j'ai toujours, parce qu'on parle l'égalité, tout ça, j'ai remarqué que tous les éboueurs sont des hommes. Bien sûr. Oui. Donc moi j'aimerais bien avoir l'explication aussi. Je vais vous dire pourquoi, madame, déjà, parce que je me suis intéressé au sujet. C'est qu'une femme isolée, une jeune fille isolée, souvent se fait faire un enfant, et parce qu'elle a un enfant, elle a l'aide à la femme isolée, une allocation logement, alors que l'homme du prolétariat dont toute la structure économique et sociale a été détruite par les mutations libérales des années 80, lui il se retrouve directement contraint à la mendicité. Ce qui veut dire que quelque part, la condition de mère pour une femme pauvre dans la société française est un avantage si on veut en user ou en abuser, parce que quand vous êtes mère célibataire, pauvre, vous pouvez gagner jusqu'à 6 000 francs par mois, je compte en francs. Pour un homme, ce n'est pas possible. Donc il y a aussi des endroits où il peut être avantageux d'être une femme. Je suis désolée. Là-dessus, les enfants en charge que les hommes. Non, les faits. On va écouter Anne Hidalgo qui va vous répondre. Sur ce phénomène, il y a autant de femmes pauvres que d'hommes pauvres. La rue est un espace très dangereux, ce qui fait qu'effectivement les femmes, avant d'aller dans la rue, se retrouver dans la rue, vont essayer plein d'autres solutions, y compris d'accepter de façon résignée une violence qui peut exister au foyer, chez elles ou au domicile de leur famille et de leurs parents. Donc il y a un processus
processus où les femmes retardent leur arrivée dans ce monde de la rue qui est un monde très dangereux. Mais aujourd'hui, il y a autant de femmes qui sont en situation de précarité et concernées par l'hébergement d'urgence. Pas du tout, mais je dis donc que les femmes ont parfois des avantages, notamment l'aide aux mères isolées. L'homme ne peut pas en bénéficier parce qu'il ne fait pas d'enfants. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de filles, je vous garantis, dans le sous-prolétariat français, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui ont comme seule solution de vie de se faire un enfant. Ce sont des mères célibataires qui ne vivent que grâce à leur enfant. Et ça, ça tend à se répandre à cause de la misère. Et l'aide à la femme isolée lui donne un logement, une allocation dont elle peut vivre. Or, comme l'homme ne fait pas d'enfants, et lui, il est directement jeté dans la misère intégrale. Donc je dis pas qu'il faudrait l'enlever, je dis qu'il peut être parfois avantageux. Et si on remonte en haut du showbiz, on voit très bien qu'une femme qui fait un enfant avec un homme, dans le monde du showbiz américain d'Hollywood, elle touche une pension en tant que mère très vite, alors que dans l'autre sens, ça n'existe pas. Donc il y a aussi certains avantages à être femme et mère. Et ce que je n'aime pas, c'est qu'à un moment donné, on ne voit que les désavantages d'être une femme. Et j'admets tout à fait que les hommes ont le pouvoir politique, vous empêchent relativement d'y accéder, ou vous envoient sur des voies de garage, etc. Ça, j'admets tout à fait. Mais il ne faut pas cacher tous les avantages qu'il y a une femme, la séduction, le fait d'être jolie, parce que si vous étiez moins jolie, vous ne seriez pas animatrice. Et aujourd'hui, les animatrices sont des jolies filles. Je veux dire, un gros garçon intelligent n'a aucune chance d'avoir votre place demain. Et ça, je suis là pour faire remarquer ce qu'on ne dit pas. Ça n'empêche rien. Je dis, moi, je suis là pour essayer de rééquilibrer un peu le débat. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une inégalité faite aux hommes intelligents, gros et moches, dans votre secteur d'activité. Et moi, je suis là pour faire un peu l'avocat du diable, parce que je n'aime pas, à un moment donné, que cette espèce d'idéologie féminine devienne une espèce d'idéologie dominante, comme un espèce de bulldozer, où à un moment donné, on écrase un peu le problème. Il est très dur d'être un homme pauvre et originaire du tiers-monde en France, et sur notamment la relation au désir et aux femmes. Quand vous êtes un garçon d'origine maghrébine et sous-prolétaire de banlieue, vous avez un accès au désir et à la femme qui est nul, alors que sa cousine ou sa sœur, qui est une jolie beurette, elle rentre dans les boîtes de nuit, alors que le garçon n'y rentre pas. Bien sûr, tout ça existe. Bien sûr que oui, madame. Excusez-moi, je connais ce sujet. Il me semble que cette notion de pouvoir, on est en train de discuter. Ce débat-là est assez caractéristique des débats en France, c'est-à-dire on a d'un côté donc une personne qui rentre dans l'art, on dirait, et qui rajoute un petit peu trop, et qui est même à certains moments est même un peu insultant par les femmes. Et d'un autre côté, j'ai horreur des hommes qui défendent les femmes. Elles n'ont pas besoin de vous pour se défendre. Et d'un autre côté, il y a des féministes qui, parce qu'elles se sentent attaquées, restent sur des positions, des fois se retranchent sur des positions, et que chaque fois, il me semble que la réflexion n'y est pas. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on n'essaye pas de réfléchir sur le véritable problème des choses. Est-ce que vous proposez dans votre livre une nouvelle réflexion, une nouvelle réflexion, façon adulte de faire les choses? Et je dirais que d'un côté, on a des gens qui proposent de revenir avant ce qui était l'enfance, et d'un autre côté, des féministes, je dirais une idéologie féministe partagée par des hommes et des femmes, qui voudraient rester dans la crise d'adolescence dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire le rejet total de la société patriarcale, mais faire exactement l'inverse. Il me semble qu'il faudrait arriver un petit peu à réfléchir et, par exemple, du côté des féministes, accepter certaines critiques. Moi, parce que j'ai écrit ce livre ici, Le féminisme et ses dérives, j'ai des féministes qui ne sont pas allés plus loin que le titre. Et parce que je parlais de dérives dans le féminisme, on m'a traité de macho et de réactionnaire. C'est pas normal. Moi, ce que je veux dire, c'est que je propose qu'on réfléchisse, au déséquilibre qui existe maintenant dans la famille au niveau de l'éducation. On a de plus en plus d'enfants qui sont hors la loi parce que justement il y a un grand déséquilibre dans la famille, parce qu'il n'y a plus de pères qui sont là. Et parce qu'on a voulu aller à l'égalité, et l'égalité notamment des fonctions entre père et mère. Et égalité des fonctions entre père et mère, ça veut dire qu'il n'y a plus de père ni de mère. Juste sur ce point qui est très important, moi je ne crois pas que... il faut vraiment réfléchir, bien sûr, à la place du père, de la mère. Je ne suis pas du tout dans le discours du pouvoir absolu de la mère. Oui, mais... moi, j'ai besoin de partager, entre guillemets, cette fonction-là pour que mes enfants soient équilibrés. Et j'ai la chance d'avoir un père pour vous défendez une égalité enfants. homme-femme qui repose, soi-disant, sur une construction sociale, alors que vous niez très souvent la différence des sexes. Vous êtes en train comment dire, d'essayer d'avoir une définition de
ce que nous défendons, qui n'est absolument pas ce que nous défendons. Ce n'est pas ce que nous défendons. Moi, ce que je défends, parmi certaines féministes, il y a... Mais attendez, il y a plusieurs écoles féministes, il y a plusieurs rapports au féminisme. Moi, je défends l'égalité dans tous les domaines, y compris dans celui de la famille. Et je m'élève toujours contre les femmes qui veulent utiliser leur pouvoir de mère pour éjecter l'homme de la sphère qu'elles ont avec leurs enfants. Je trouve que ce n'est pas acceptable non plus. Je sais qu'il y a dans un certain nombre de stratégies féminines cette envie de propulser l'homme à l'extérieur. Et tout ça, ça a des effets extrêmement négatifs. Je pense qu'il faut que dans la famille, comme dans l'entreprise, comme dans la vie politique, il y ait de l'égalité, du partage, et qu'on vit mieux à accepter la différence de l'autre sexe, mais aussi, je dirais, sa complémentarité avec ce que nous pouvons apporter. Et moi, mon féminisme à moi, il se base là-dessus, sur cette recherche d'égalité, et pas de suprématie. Vous ne m'entendrez jamais dire que je considère que les femmes sont supérieures aux hommes, et que c'est ça qui serait le combat fondamental des féministes que nous sommes. Non. Quand vous défendez l'égalité... Vous pensez qu'il y a des exagérations, en gros Je pense qu'il y a des exagérations, mais je pense qu'il y a aussi des erreurs au niveau de la théorie. C'est-à-dire, quand vous pensez que les différences sont dues uniquement à la construction sociale, je dis non. Excusez-moi, Jean Gabard, on va écouter Florence Moreno sur la question. Je suis historienne, et dans l'histoire du féminisme, on entend toujours dire, mais elles exagèrent, les excès, les dérives, c'est votre mot. Je demande qu'on m'en cite. Moi, je peux dire une chose, c'est que le féminisme... des années 60. Attendez, laissez-moi, je connais cette histoire très bien. Le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Le féminisme, c'est une demande... Margaret Thatcher ordonne la guerre des Malouines, elle fait tuer des milliers de gens. Est-ce qu'elle est féministe? Enfin, je rêve. C'est une femme de pouvoir. Elles sont féministes, ça vous arrange. Les féministes, elle n'a jamais revendiqué. Elle n'a jamais été femme ministre. On va conclure très vite. C'est une demande de justice et d'égalité dans le couple comme dans la société. Le féminisme est un humanisme, et si vous voyez des dérives et des excès, vous avez d'autres informations que moi en tant qu'historienne. 2 siècles de féminisme, il n'y a pas eu de mort de notre fait. Le problème de l'identité du père et de la mère comme une idéologie, c'est que la sociologie de la délinquance qui a été faite aux États-Unis des années 60 et qu'on prend dans la gueule aujourd'hui voit que quand on prétend que la mère peut jouer le rôle du père face à un jeune garçon, on a, dans les familles monoparentales, avec une maman sans papa, une délinquance exponentielle. Et ça, c'est de la sociologie quantitative. On est obligé de le constater. Les Américains l'ont constaté dès les années 60, et nous, on le constate aujourd'hui avec ce qui se passe en banlieue. Donc on dit la maman ne peut pas faire le papa. C'est-à-dire que la violence dans les banlieues, c'est la faute des femmes. Non, c'est l'absence du père. Pourquoi vous dites ça? C'est quand même ce que vous avez Non, je ne viens pas dire ça, vous faites semblant de ne pas comprendre. Ça m'inquiète si vous ne comprenez pas, parce que là, c'est un problème intellectuel. Je dis que le fait qu'il n'y a pas de papa dans des tas de familles de pauvres, avec un garçon, pas seulement sa maman, crée beaucoup plus de délinquance que quand il y a un père. Et ça, c'est... Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Le rôle du père... Excusez-moi, on arrive en fin d'émission, je vais être obligée de vous couper. C'est marrant, ça n'arrive pas à dire. Excusez-moi. Les femmes, le féminisme en général, l'idéologie féministe, a contribué à supprimer la maman n'est pas le papa. On a bien compris qu'il fallait des hommes, des femmes, un père, une mère. Il est hors de question de remettre ça sur le débat du jour. Je voudrais qu'on arrive quand même en conclusion, parce qu'il nous reste très peu de temps pour finir. J'ai demandé à 2 personnes de bien vouloir conclure sur la question du jour qui était: les femmes prennent-elles le pouvoir? On va demander à Anne Hidalgo. Commencez. Conclusion. Est-ce qu'elles prennent le pouvoir? Elles conquièrent un champ de liberté et d'égalité qui passe aussi par la conquête du pouvoir. Elles ne le prennent pas et on ne leur donne pas. C'est un long processus historique d'évolution de notre société qui, je crois, enfin, et de notre humanité, qui ne peut qu'être profitable à tous. Donc voilà, cette conquête, je pense et j'espère que beaucoup d'hommes et de femmes l'accompagneront sans caricaturer. Je me suis toujours revendiquée comme féministe dès que j'ai eu une conscience politique, c'est-à-dire il y a quand même très longtemps. Et le féminisme, c'est effectivement un humanisme, c'est la meilleure définition qu'on pourrait lui donner. On va demander à Jean Gabard de bien vouloir conclure. Les femmes prennent-elles le pouvoir? Les femmes prennent le pouvoir, elles prennent des pouvoirs, ça c'est sûr. Et je crois que surtout ce qui dérive, à mon avis, c'est qu'elles sont de plus en plus dans la toute-puissance.
Et que ça, justement, devenir adulte, c'est assumer justement de sortir la toute-puissance. Et qu'on confond très souvent, je le dis, liberté avec la toute-puissance et l'égalité. L'égalité en droit, on le confond avec l'égalité totale. Très bien. L'identité de genre. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. C'est un petit mot. Oui, alors un mot spontané du public. La femme pourra prendre le pouvoir naturellement, sans revendication, parce qu'on en est capable. Naturellement. Naturellement, on n'a pas besoin de revendiquer le pouvoir. On doit le gagner naturellement comme les hommes. Très bien, merci pour cette note positive. Et moi, je dirais que je leur laisse le pouvoir, parce que c'est fatigant d'exercer le pouvoir. Ça fait des milliers d'années qu'on exerce le pouvoir. Nous, les hommes, vous êtes des staccanovistes, vous les femmes. Allez-y, prenez le boulot. Et moi, je suis homme au foyer et j'adore ça. Merci. Très bien, merci Alain Soral. Je vous propose, avant de nous quitter, quelques ouvrages pour continuer sur le sujet. Femmes au pouvoir, femmes de pouvoir de Muriel Fitoussi, qui est avec nous aujourd'hui chez Hugo Doc. Je voulais préciser que Anne Hidalgo a eu la gentillesse de participer. Voilà. On trouve les propos d'Anne Hidalgo. Vers la féminisation de Alain Soral, Bibliothèque Blanche. Également, le féminisme et ses dérives, du mâle dominant au père contesté, c'est Jean Gabard, les éditions de Paris, Max Chaël. Et l'aventure des femmes au XXe et XXIe siècle chez Nathan, Florence Moret.